Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour le débrief. Je sais pas par quoi commencer parce que je suis tout retourné, je suis tout bizarre là. Je sais pas comment vous l'annoncer. Rennes avait perdu, Lille avait perdu. L'Olympique Lyonnais était presque plein, 50 000 spectateurs. John Textor était là. Et contre toute attente, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot. L'Olympique Lyonnais a gagné le foot grâce à un penalty d'Alexandre Lacazette à la 99e minute. Ça n'a absolument aucun sens. Je vous avoue que j'ai mis du temps. Je suis désolé pour le délai pour ceux qui attendaient depuis 20 minutes. Ça m'a pris du temps de lancer ce débrief parce que j'étais complètement retourné. J'ai mis des lunettes pour pas que vous voyez qu'il y a une petite larme qui est tombée. Alors que c'est débile. C'est complètement débile. L'Olympique Lyonnais est 7ème de Ligue 1. C'est un pauvre match contre Montpellier. C'est de la merde, mais on est bête, on est débile. On a vibré comme on n'a pas vibré depuis le Final 8 pour un pauvre match contre Montpellier. Mais quel scénario, quelle absurdité, quel sport de débile. On est débile, on est des gros débiles. Les émotions de débile un dimanche à 17h pour un pauvre match contre Montpellier où on était mené 4-1, c'est juste une victoire, ça vaut que 3 points, l'Olympique Lyonnais est 7ème et pourtant, bah, y en a qui ont chialé. Dites-moi dans le chat, ceux qui ont été en larmes là dans le chat, dénoncez-vous qu'on se sente moins seul, dites-le, parce que moi je vais vous le dire, j'étais vraiment pas bien, j'avais la tête dans les mains sur le penalty de Lacazette, j'étais sûr à 100% qu'il allait rater le penalty, parce que je me disais, mais non, on n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit, rappelez-vous LOM, rappelez-vous le contre son camp de Toulalan, me suis dit, on n'a pas le droit au bonheur, et il l'a foutu en pleine lucarne, cet enfoiré, quadruplé d'Alexandre Lacazette. Comment vous voulez ne pas crier? Il y a des sensations débiles, alors que vous allez avoir les pisse froids là, vous allez avoir les pisse froids sur les réseaux sociaux, vous allez voir d'ici 10-15 minutes, ils vont venir vous dire, oh c'est bon, vous êtes 7ème de Ligue 1, oh ça va, c'est juste une victoire contre Montpellier, et bah c'est des pisse froids et on les emmerde, on a le droit de vibrer, on a le droit d'avoir un peu de bonheur dans cette saison dégueulasse. Après la première partie de saison, on a joué le maintien, après la défaite contre Nantes, après la saison calamiteuse dans les coulisses, putain, un petit peu de bonheur, ça fait du bien, un petit peu de frisson, à avoir envie d'en chialer, de voir les joueurs péter un plomb tous ensemble, ça fait plaisir et on espère, pitié qu'on ait d'autres moments comme ça. Là, l'union sacrée, ok, pas de souci. Là, on est tous dans le même bateau, dans le même canot de sauvetage. Là, on traverse la mer à la nage, y a pas de souci, les gars, y a pas de problème, on y va tous. Donnez-nous des émotions comme ça. Qui aurait cru? Qui aurait pensé? Combien d'entre vous, là, dans le chat, ont éteint la télé à 4-1? Combien? Parce que je sais qu'il y en a qui ont éteint la télé. Je l'ai fait avant vous, hein, pas là ce soir. Là, j'ai pas éteint. Mais je sais que quand il y a eu des matchs où vous avez éteint la télé, combien ici ont éteint la télé? Dénoncez-vous, faites un sondage. J'en sais rien. Il y a les sondages, les modos, je préfère Lacazette à mon daron, 86% de oui. Voilà. Comment vous voulez que je débriefe ça? J'ai mon carnet, hein. Regardez, j'ai mon carnet, vous voyez la fin là, c'est presque de la colère. C'est presque de la frustration. Alors non, pas là maintenant, mais pourquoi être obligé d'attendre d'être à 4-1 pour avoir envie de donner du plaisir aux gens qui sont venus au stade? Combien de gens sont venus au stade et se sont retrouvés à suivre cette victoire-là dans le tram comme des pauvres merdes, tout seuls dans le tram, à voir 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4. Je les plains, les pauvres. Mais comment leur en vouloir? Je sais pas quoi vous dire. C'est toutes les émotions qui sont passées par là. C'est un débrief qui va pas avoir beaucoup de sens, qui va pas avoir beaucoup de substance. Enfin, je peux pas vous faire un débrief chronologique. Je peux pas vous expliquer le scénario du match. Il a aucun sens. Je sais même pas dans quel ordre les buts ont été marqués, mais on va le faire quand même. Ouverture du score de Lyon par Lacazette comme d'habitude. Non, c'est peut-être Barcola. Non, c'est Lacazette, oui, remise de Barcola, et derrière la catastrophe absolue, 4 buts encaissés par l'Olympique Lyonnais. Alors j'ai pas le timing exact, si 40, 41, 53, 55, 4 buts encaissés par l'OL en un quart d'heure, et c'est pas parce que l'OL a gagné qu'on va passer outre cette période-là absolument calamiteuse, et le coaching aussi, on va en parler après. 4 buts encaissés en un quart d'heure, et là, le miracle, l'Olympique Lyonnais qui revient au score et qui s'impose 5-4. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais que Lyon remporte un match après avoir été mené de plus de 3 buts, ce qui est à peu près logique. Le dernier quadruplé en Ligue 1, retenez bien cette stat, c'est des stats que j'ai entendues et que j'ai lues un peu à droite à gauche. Le dernier quadruplé en Ligue 1, c'était Mbappé
contre Lyon, vous y étiez peut-être, c'était au Parc des Princes, le 5-0, il me semble que c'est celui-là. Hein. Et là, on en a eu deux dans un match, quadruplé d'Elie Wahi, quadruplé d'Alexandre Lacazette, 3 passes D de Bradley Barcola. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur un match débile? C'est débile comme match. Ça n'a aucun sens. Et je pense que devait y avoir au stade les mêmes vibes que le 6-1 contre Monaco, qui à mon sens est le plus grand match que j'ai vu au Parc OL depuis son existence. Peut-être même le plus grand match de foot que j'ai vu de mon existence aussi. Mais là, c'est trop, là. Là, c'est plus que ça, là. Là, c'est passé de vouloir raser le club à le sentiment d'avoir été champion de France alors qu'on est 7ème de Ligue 1 quand même. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. J'ai toute la liste de trucs que j'ai sur mon carnet. Peut-être qu'on y arrivera à un moment donné quand on arrêtera de parler sous le coup de l'émotion, d'essayer de faire ce débrief. Quelque chose d'un peu constructif, quelque chose d'un peu clair, d'un peu moins bordélique que ça. Mais là, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a dans le chat des supporters neutres, des gens qui s'en foutent un peu de ce match? J'ai vu des Marseillais, des Parisiens dire que c'était un match incroyable. C'est vrai que ça rappelle le 5-5 contre l'OM. Alors malheureusement, ce sera la seule ligne de palmarès de l'OL des 10 dernières années. On a eu le match du siècle, on a eu le match peut-être la décennie, peut-être pas du siècle bien évidemment, parce que le match du siècle, ça reste probablement OL-OM le 5-5. Mais voilà, je sais pas. On va essayer quand même, on va essayer de faire le déroulé. Mais je suis retourné. Je vais vous dire, je vais me répéter, hein, je vais parler. Je suis retourné complet. Je suis fatigué, je suis épuisé nerveusement. J'ai crié, j'ai tapé sur mon mur porteur en béton, donc je me suis fait mal à la main. Vous savez, c'est la blessure du connard, les mecs qui tapent dans les murs là. Je sais pas, ça m'a rappelé des souvenirs en fait, des émotions qu'on n'avait pas vécues depuis longtemps. Ça m'a rappelé le match contre Manchester City où j'avais fini les bras en croix en train de pleurer dans ma chambre. Ça m'a rappelé le 5-5 contre l'OM, même si la sensation à la fin n'était pas la même. Ça m'a aussi rappelé le 2-1 contre Saint-Etienne en 2013, où la même sensation de on hurle et on sait pas ce qu'on fait. C'est un sport de débile avec des émotions de débile, et j'aime pas dire seul le football, parce que c'est pas vrai, c'est pas seul le football qui peut provoquer ces émotions-là, mais ces émotions-là, elles sont rares, et c'est presque un peu triste que ce soit des émotions qu'on vit dans un match de Ligue 1 contre Montpellier qui met l'OL à la 7ème place, parce que c'est vrai que c'est pas suffisant, on devrait avoir plus, mais on va s'en contenter. Le 5-0, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas exactement pareil. C'est deux sentiments de jouissance qui sont différents. Pour moi, vous avez deux sentiments de jouissance, vous avez la grosse branlée étalée sur la durée, genre le 6-1 contre Monaco, le 5-0, qui sont des fiestas, des espèces de jouissances très lissées dans le temps. Et puis vous avez la jouissance pure, la jouissance animale du but à la dernière minute, ou du match où c'est impossible. Vous voyez, c'est impossible de gagner un match 5-4 alors que t'es mené 4-1. C'est comme perdre un match retour 6-1 quand t'as gagné 4-0 à l'aller, ça n'existe pas. Donc je pense que c'est pas du tout les mêmes sensations. C'est pas des sensations, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais la sensation de l'inespéré à la dernière seconde, je pense que c'est le meilleur sentiment qui existe dans le football. Le sentiment du but arraché, de la victoire arrachée. Surtout que cette victoire, peut-être qu'à la fin de la saison, elle comptera pour rien. C'est ça le pire, c'est que l'OL est toujours 7ème de Ligue 1. L'OL est toujours en ballottage défavorable pour l'Europe, mais alors peut-être, aujourd'hui, là, ce soir, l'inespéré est attendu. Combien de fois dans ce débrief, vous savez, c'est le même, je reviens sur YouTube, je quitte YouTube, je reviens sur YouTube. Combien de fois on a dit, ah bah on va peut-être croire à l'Europe, ah bah en fait non, ah bah si c'est peut-être possible, ah bah non c'est mort, ah bah c'est peut-être possible. Ce soir, l'Olympique Lyonnais est à 3 points de la 5ème place. 3 points de la 5ème place. Et Lille va jouer Monaco. Donc aujourd'hui, ce soir, oui c'est jouable. Il reste 4 journées, oui c'est jouable. Alors, est-ce que on va pas aller faire une défaite contre Clermont, juste derrière? Si, car ça, ce serait terriblement Olympique Lyonnais. Mais aujourd'hui, on a le droit d'y croire. Et autant, il faudra faire le post-mortem de ce match-là, parce qu'il y a eu autant de choses qui donnent envie de hurler son amour envers le club, que de louer des bulldozers chez Kiloutou. En plus, c'est en promo en ce moment pour tout raser. Parce que voilà, il faudra faire une analyse à froid. Je sais pas si on va arriver à faire l'analyse à froid là, ce soir. Mais... je sais pas. Voilà, je sais pas quoi vous dire. On va le dérouler, hein, le truc. On va commencer en essayant d'être un peu... on va le faire dans le désordre. On va le faire dans le désordre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont analysées dans cette rencontre par le prisme de... Bah oui, évidemment. Regardez le changement qu'il y a eu. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Par contre, je vais prendre le parti de pas taper hyper fort sur le penant. Pourquoi je vais pas taper hyper fort sur le penant? Parce que j'estime qu'à un moment donné,
Si le coach n'est pas capable de voir que Le Penant, il va pas bien, c'est la faute du coach. Le Penant, il est au fond du trou, ça se voit qu'il est plus dedans, qu'il est fatigué, qu'il est plus moralement dans le move. Le Penant, ce soir, il sort à la 60e minute. Pourquoi il sort pas à la mi-temps? Le pauvre Le Penant. Le pauvre Le Penant. Donc voilà, et bizarrement, vous sortez Le Penant, vous faites basculer Cacré en retrait, vous faites rentrer Jeffinho sur l'aile et vous mettez Cherki dans l'axe. Ce qui est, je suis désolé, on n'a pas notre brevet d'entraîneur de football, on n'a pas notre diplôme UEFA Pro A ou quoi que ce soit, mais putain, bizarre. Ah bizarre, on a Cacré qui joue à son poste, Cherki qui joue à son poste, Jeffinho qui fout le bordel sur le côté. Putain, je suis désolé, j'aime pas cette posture de il faut faire ceci, yaka faucon. Mais enfin, mais je veux dire, on n'a pas inventé la lune quand même. Donc oui, Le Penant, il est pas en forme, vous sortez Le Penant, vous mettez les joueurs à leur poste, et pouf, il se passe un truc. Et on n'a pas inventé la lune quand même. Donc voilà, moi je pense que si on doit commencer par l'histoire de ce match, comment ce match a commencé à mal tourner, ce match il a commencé à mal tourner parce que Johan Le Penant fait 2 erreurs terribles. Une première erreur catastrophique et un cafouillage sur le deuxième but qui permettent à Eli Wahi de donner 2 buts à Montpellier en 2 minutes. Et c'est à partir de là que ça part en couille. Mais pour moi, il y a 2 moments où ça part en couille dans ce match. Il y a 2 moments, parce qu'on va faire chronologique. Il y a le moment où Le Penant se foire 2 fois, ce qui déjà peut arriver. Et c'est terrible parce que Le Penant il va probablement prendre le 2e 0 de cette saison en débrief, mais malheureusement Le Penant dans l'absolu il a rien à foutre comme titulaire au milieu de terrain. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est déjà un miracle qu'un mec qui arrive de D2 puisse porter l'équipe sur plusieurs matchs en début de saison, et là il plonge. Laissez-le tranquille le pauvre Johan Le Penant, et on va en parler après pourquoi c'est problématique la gestion de Le Penant. Et à la mi-temps, au lieu de le sortir, on le laisse sur le terrain. J'ai vu un mec sur Twitter qui m'a dit « Ouais, c'est pas cool de le sortir sans lui laisser une chance de se rattraper. » Et putain, c'est pas l'école des fans. Le mec, il est au fond du trou, il vient de faire 2 erreurs grossières, mentalement, il est au bout du bout. Sors-le en catimini à la mi-temps, laisse-le se reposer, plutôt que de lui filer une bronca 10 minutes plus tard. Donc ça, la gestion humaine de Le Penant, elle est catastrophique. Et derrière, vous avez un double problème qui est que pendant que Le Penant reste sur le terrain, il n'y a pas d'esprit de révolte, et donc t'en prends 2 autres. Alors t'en prends 2 autres, t'as un penalty qui part d'un alignement absolument calamiteux, et un 4e but que honnêtement j'ai mal vu, parce qu'il est tombé comme un cheveu sur la soupe avec une sortie de n'importe quoi de Lopez, et à partir de là tu fais rentrer Jeffinho, tu mets un peu de 109, et alors là pour le coup, après c'est du surnaturel, on va pas dire que c'est logique, hein. On va pas dire que c'est logique, parce que la logique c'est que ça termine à 4-2 ou à 5-1, et on remballe et à bientôt. Mais voilà, c'est hyper frustrant, parce que cette équipe elle est capable de ça. Elle est capable d'emballer les matchs, elle est capable de jouer vite, elle est capable de se projeter, de faire les efforts, elle est capable de jouer du beau football, elle est capable de se démener, de se défoncer et d'aller chercher au bout de ses tripes des choses comme ça. C'est possible. Donc si c'est possible sur 20 minutes, sur 25 minutes, on a le droit de pas être content. On a le droit de râler, on a le droit de siffler, on a le droit d'être en colère de voir cette équipe 7ème de Ligue 1. Parce que quand ils font un truc comme ça, quand on a Alexandre Lacazette, qui est probablement l'un des meilleurs joueurs de ce championnat, Alexandre Lacazette, j'ai pas fait le compte total. J'ai pas fait le compte, je crois que ça fait 28 buts, toutes compétitions confondues, 24 buts en championnat, dans le pire OL des 20 dernières années. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau d'Alexandre Lacazette? Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'avoir Alexandre Lacazette dans cette équipe? Est-ce que vous vous rendez compte de la chatte qu'on a? Parce que c'est que de la chatte, que Toko Ekambi shoot dans une poubelle, se brouille avec les supporters, et que du coup on a Barcola titulaire, et que Barcola, il est à, j'ai pas noté, je crois que c'est 7 passes, 7 buts, 8 buts, 7 passes décisives. Donc voilà, est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a? C'est 24 buts en championnat, 4 buts en Coupe de France, Alexandre Lacazette. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Donc oui, peut-être qu'à la fin de la saison, l'Olympique Lyonnais sera européen et finira 5e. Et encore, c'est un gros peut-être, parce que il va falloir capitaliser là-dessus. Mais quand bien même l'Olympique Lyonnais serait 5e, ça restera un échec cette saison. Et il ne faudra pas faire Christophe Jallet, les objectifs sont remplis, même si ce n'était pas ceux de départ. Ce sera quand même un échec. L'Olympique Lyonnais visait le podium, mais à minima la 4e place, et on finirait 5e. On sera content à la fin, parce que la saison aura été calamiteuse, mais ça restera un échec. Et vous vous rendrez bien compte que cette 5e place potentielle, elle n'aura tenu que sur les épaules d'Alexandre Lacazette, qui réalise peut-être, honnêtement, la meilleure saison de sa carrière, parce que même la saison où il fait 27 buts, c'est une saison où Lyon, ça tourne. C'est une saison où Lyon est fort. C'est une saison où Lyon joue le haut de tableau. Là, c'est 28 buts, toutes compétitions confondues, dans un Noël de merde. Donc voilà, je pense qu'il faut rester lucide là-dessus et qu'il faut rester en colère
de voir cette équipe-là, avec ce potentiel-là, avec ces joueurs-là, qui sont capables, au fond d'eux, qui sont capables, faire 5e au mieux, et peut-être 6, peut-être 7. Donc voilà, moi je suis à chaud, je suis trop content, je suis hyper content, j'ai vécu des émotions de dingue, mais à froid je suis énervé. À la froid je suis énervé parce que ouais 5-4, mais putain, mais c'est pas normal. C'est pas normal, là on vise la 4e place, calmez-vous les gars quand même. Je vous aurais dit oui si Monaco avait perdu contre Angers. Voilà, bref. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté 3 milieux, bah oui, voilà, enfin... À un moment donné, on joue contre le Montpellier de Derzakarian. Où tout le monde connaît le Montpellier de Derzakarian. Je veux dire, il n'est pas nouveau. Ils l'ont ramené justement parce que le Montpellier de Derzakarian, il a des vraies qualités qui sont... C'est solide en défense. Sur le papier, parce qu'ils ont quand même pris 5. Hein. Et vous jouez... Et Laurent Blanc, et je vous jure, je vais l'accabler. Je vais l'accabler, Laurent Blanc, parce qu'à un moment donné... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Laurent Blanc pour refaire du Le Penant Mendes Cacré? Alors même qu'il dit en avant-match qu'il n'est pas satisfait du contenu. Mais change un truc, bonhomme! Cherki sur une aile, Cacré en 10, Le Penant Mendes, ça a jamais marché! Ça a jamais marché! Ça fait des semaines et des semaines que c'est de la bouillie et quand on gagne, on chatte. Ça n'a jamais marché. Et il continue! Contre une équipe qui s'est bétonnée et qui joue en contre. Mais ça suffit! Ça suffit! Donc, encore une fois, on va peut-être pas... Oh, regardez, le coaching gagnant de Laurent Blanc. Non, c'est pas un coaching gagnant. À 4-1 contre toi, c'est que le coaching de départ, il est à chier. Donc non, c'est pas un coaching gagnant. Moi, je refuse qu'on donne cette victoire au coaching de Laurent Blanc. 5-4, quand t'as été mené 4-1, c'est pas un coaching gagnant. C'est que ton coaching de base, il est perdant, il est caca, il est pourri. Donc voilà, je pense qu'il y a un problème de fond et qu'il faut être lucide là-dessus et se dire, bah, c'est quand même... 5-4, c'est cool. 1-4, il y a quand même des conclusions à en tirer. Donc voilà, j'ai noté Barcola. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Bradley Barcola? Bradley Barcola, c'est un miracle. Bradley Barcola, c'est un malentendu, parce que dans un monde normal, dans un monde où le stade ne met pas la pression, dans un monde où Toko Ekambi n'est pas sifflé, Bradley Barcola, on ne le voit pas cette année. Il n'existe pas. Bradley Barcola, il finit la saison avec 2 buts, 2 passes D, puis il n'est jamais dans la rotation, et probablement qu'il part cet été. Voilà. Comme il a failli partir cet hiver. Je vous rappelle que cet hiver, Bradley Barcola était en balance pour être prêté. Un prêt qui d'ailleurs avait été fortement encouragé par notre ami Karl Toko Ekambi. C'est un miracle, Barcola. C'est un miracle. Et autant on n'était pas forcément nombreux, et j'en faisais pas partie, je vais pas vous mentir, je faisais pas partie des gens qui pensaient que Barcola pourrait se hisser au niveau d'un joueur confirmé de Ligue 1. J'en faisais pas partie. Moi, je pensais que Barcola avait un potentiel de bon joueur de Ligue 1, type Anthony Mounier, type, je sais pas, Jordan Ferry. Mais jamais j'aurais pensé que Barcola puisse être à ce niveau-là. Et il faut en parler de Barcola. Barcola, il y a un truc extraordinaire quand même. Il y a du pif. Il y a des appels. Enfin, le but de Barcola, il s'écarte parfaitement, il reprend parfaitement. Enfin, il y a du football chez le gamin. C'est indéniable. C'est juste incroyable ce que fait Barcola sur cette saison. C'est un bébé, hein. C'est un bébé Barcola, il a que dalle comme expérience. C'est ouf, et moi je suis très heureux, parce que je pense que le fondement de ce club-là, l'ADN pur de ce club-là, c'est ces petits gars-là. Les petits gars, que ce soit Benzema ou Gaëtan Perrin, c'est ces petits gars qui grandissent dans la ville, qui viennent de la ville, qui grandissent dans un environnement normal. Je veux dire, ils sont pas loin des gens, ils sont dans les mêmes lycées que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait son lycée avec Tolisso, qui a fait son lycée avec Lacazette, et que ces mecs-là arrivent à éclore et à porter leur club quelques années, parce qu'on sait que l'OL aujourd'hui est pas capable de les retenir. Ça, c'est l'identité lyonnaise. Ça, c'est l'ADN du club. Et Barcola, c'est l'absolue identité du club, c'est Barcola. C'est un mec qui est là, qui travaille, qui vient du coin, et qui pète aux yeux de tout le monde. Et ça c'est l'ADN, ça, c'est le futur du club. Ça, c'est le futur du club. C'est pas les Thiago Mendes à 28 millions, c'est même pas les Le Penant, c'est ça le futur du club. Et quand il y a des mecs qui sont d'un niveau moyen plus, eh ben ils peuvent quand même apporter. Parce que je vous rappelle que l'OL a fait plusieurs saisons avec Jordan Ferry titulaire, que j'adore, que j'ai toujours adoré, Jordan Ferry, qui est un bon joueur de Ligue 1. Mais ces mecs-là, ils peuvent rendre des services. Et il faut pas les barrer avec des Karl Toko Ekambi ou quoi que ce soit. Voilà, mon chat est d'accord. Ola, ça avait tout prévu pour Barcola, exactement. Non, mais voilà. On a abordé le sujet Le Penant, et moi j'avais noté Le Penant à qui la faute. Moi je pense que Le Penant, le niveau actuel de Le Penant, c'est la faute de Laurent Blanc. Laisse-le tranquille. Fous-le sur le banc. Et qu'est-ce que ça envoie? Parce que c'est ma prochaine ligne. Qu'est-ce que ça envoie comme message à El Harouche, qui est tout seul, dans son coin, il travaille à l'entraînement, il est bon en réserve, et il voit ça. Mais le message qui est envoyé à El Harouche, il est terrible. Donc là, super, c'est l'euphorie, le 5-4 et compagnie. C'est encore un match sans El Harouche. El Harouche, c'est 2 minutes de jeu en Ligue 1. C'est pas normal.
C'est pas normal, et c'est un miracle que ça fasse 5-4, mais un El Arouche, dans ce bordel-là, tu dois le mettre là-dedans et lui dire, vas-y, fous le bordel, mon bonhomme. C'est pas possible. C'est pas possible. Le message que ça envoie El Arouche, qu'est-ce que l'état-major de l'OL va dire à El Arouche quand cet été, El Arouche va aller voir les dirigeants et lui dire, bah moi, je veux partir. Je veux partir. J'ai bientôt 20 ans, je joue pas, je veux partir. Qu'est-ce qu'il va dire, Olas? Qu'est-ce qu'ils vont dire, Ponceau à El Arouche? Non, t'inquiète, le coach, il compte sur toi, comme on lui a dit cet été. Cet hiver, El Arouche a dit je veux me barrer. Et on lui dit non, t'inquiète, le coach il compte sur toi. Et du coup, Laurent Blanc il est obligé de se le trimballer dans le groupe pro, mais il a absolument aucune intention de lui donner du temps de jeu. Qu'est-ce qu'on va dire à El Arouche cet été? Parce que c'est faire jouer la concurrence, c'est cool, mais El Arouche, vous pouvez pas lui dire non, t'inquiète, il y a des mecs meilleurs que toi, ça viendra, tu auras ton heure. Là, je suis désolé, c'est pas possible. Donc voilà, la question c'est surtout avec Cherki qui est KO à la 75e. Ouais, complètement. Surtout avec Cherki qui a été KO. Alors Cherki c'est pareil, la première mi-temps est pas bonne, mais encore une fois, à qui la faute? À qui la faute si Cherki est pas bon en première mi-temps? Est-ce que c'est la faute de Cherki parce qu'il fait pas des choses assez justes et qu'il joue pas assez en vitesse et en profondeur? Oui, peut-être. Est-ce que c'est la faute de Laurent Blanc parce qu'il le met sur une aile alors que Cherki c'est pas son poste, ça a jamais été son poste et il y a pas un seul match où il a été bon en ailier? Bah voilà. Mettez Cherki dans l'axe. Oh, miracle, il joue bien. Il fait des passes à droite à gauche, attaque en défense, il a récupéré plein de ballons et tout. Bizarre quand même. Bizarre. Donc c'est toujours pareil, c'est à un moment donné, oui, il y a certains joueurs, ils sont pas au niveau, et ils devraient être meilleurs. Et ils ratent des choses simples, et ils devraient pas les rater. Mais à un moment donné, bizarrement, ces joueurs-là, quand ils jouent à leur poste et bien entourés, avec des autres joueurs qui jouent à leur poste, ils sont bons. La deuxième mi-temps de Cacré, elle est super bonne. La deuxième mi-temps de Cherki, elle est super bonne. Donc la gestion d'effectifs, la lecture des joueurs et la lecture des matchs, elle est calamiteuse. Et là, à un moment donné, il faut se poser la question. Laurent Blanc, peut-être que sur un malentendu absolu, il va faire 5e, et encore, ce serait pas suffisant. Il faudra pas se faire avoir à se dire « Ouais, l'OL est européen, regardez Laurent Blanc, c'est l'homme qu'il faut. » Laurent Blanc, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Parle de Mendes. Bah, Mendes, ça n'a pas été bon. Hein. En vrai, en première mi-temps, Mendes, il n'avait pas l'air si mauvais parce que le Penant était absolument abyssal. Mais alors, à deuxième mi-temps de Mendes, voilà, c'est encore une fois... Quand vous voyez Mendes, quand vous voyez le Penant, et quand vous voyez les derniers matchs de Cacré, parce que sur ce match-là, ça va, qu'est-ce que vous dites à El Arouche? Qu'est-ce que vous pouvez dire à El Arouche? Donc voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai noté. On a déjà parlé de Lacazette, mais encore une fois, où en serait l'OL sans Lacazette? À quel point ça tient du miracle d'avoir Lacazette dans cette équipe? Et on faudra encore une fois pas se leurrer à la fin de la saison. Parce que l'OL, au mieux, cette saison terminera 5e. Et où aurait terminé l'OL sans Lacazette? Parce que c'est pas Moussa Dembélé qui vous aurait planté plus de 15 buts. Et aujourd'hui, voilà, je suis presque inquiet. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis presque inquiet que ce match serve de paratonnerre et de cache-misère par rapport au long terme. J'ai peur que John Textor se dise « Oh yeah, football is very great. Oh, what a game, man. » Voilà, et qu'ils se disent « Il n'y a pas besoin de faire des changements. » Donc, comment va-t-on faire sans Lovren? Bah, Lovren, il est encore là 2 ans, hein, vous inquiétez pas. Donc, je suis presque inquiet. Je suis presque inquiet pour la suite. Parce que qu'est-ce qui va se passer cet été? Et je ferai une vidéo à un moment donné, une vidéo YouTube montée et compagnie, où on fera un peu l'état des lieux de comment ça s'est passé cette saison, quels ont été les moments clés, et qu'est-ce qui se profile à l'horizon. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui se profile à l'horizon. Hein. Ce qui se profile à l'horizon, c'est les retours de prêt. Ce qui se profile à l'horizon, c'est probablement des changements sportifs pour le meilleur et peut-être pour le pire. C'est probablement des départs. Peut-être un départ de Castello Luqueba, Malo Gusto qui va repartir à Chelsea. Peut-être qu'on n'arrivera pas à garder Barcola, qui sait? Si cet été il y a une offre de 30 millions pour Barcola, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on perd Cherki cet été. Donc il faudra pas se leurrer. Il faudra pas se leurrer sur ce qui va se passer à l'OL. Profitons de cette euphorie, profitons de cette joie, profitons des émotions de ce match-là. Parce que c'est les premières vraies émotions depuis 2 ans et demi, 3 ans, depuis le Final 8, parce que c'était quand même l'électrocardiogramme plat depuis. Et on verra ensuite. Mais pour l'instant, c'est... Ne vous faites pas avoir à être trop euphorique d'une victoire, somme toute anodine, contre une équipe qui occupe la 14e place, c'est ça, du championnat, 12e place du championnat, et qui place l'Olympique Lyonnais, pour l'instant, seulement en 7e position du classement. Désolé de faire le pisse-froid. Désolé de faire le casseur d'ambiance. Mais Dieu sait qu'on a vibré et là l'euphorie retombe. Ce n'est que ça. Donc direction la suite. Et la suite, ce sera Clermont, à Clermont,
dimanche à 13 h. Et là, bah, il faudra confirmer parce que ça sert à rien de gagner 5-4 contre Montpellier si c'est pour perdre contre Clermont. Donc on y croit. On y croit. Et je le dis sans ironie aucune. Moi, j'ai envie d'aller en République tchèque. J'ai envie d'aller en Norvège. J'ai envie d'aller en Moldavie l'an prochain sur l'Europa Conférence. Je le dis avec toute transparence. Je ne vibre que pour ces matchs de merde dans la Coupe d'Europe des très pauvres. Et peut-être qu'elle est jouable, cette 5e place. Mais il faudra faire un sans faute. Il faudra faire un sans faute. Parce qu'on peut imaginer Lille perdre 4 points. Mais je pense pas qu'on puisse imaginer Lille perdre 7 points sur les 4 derniers matchs. Donc pour que l'OL soit 5e, il va falloir faire 4 points de mieux que Lille, parce que le goal average de Lille est meilleur, et ça va pas être simple. Et pour faire 4 points de mieux que Lille, il va falloir faire 12 sur 12, ou à minima 10 sur 12. À minima absolu, donc c'est sans faute obligatoire. Obligatoire. À 2 buts près. Ah, c'est 2 buts seulement? Le goal average de Lille, il me semblait qu'il était plus haut. 60-41, 57-41. Non, en fait, non, parce que s'ils perdent, normalement, on est à égalité. Donc c'est 6 points. Donc c'est 6 points. Après, oui, le calendrier de Lille n'est pas facile. Lille va affronter sur les 4 derniers matchs Monaco, Marseille, Nantes et Troyes. Donc 3 équipes qui jouent encore des grosses échéances. Monaco et Marseille qui se battent pour la Ligue des Champions et Nantes qui se bat pour son maintien. Du côté de Rennes, on va jouer Troyes, Ajaccio, Monaco. Il y aura un Monaco-Rennes qui va probablement être décisif. Donc il y a peut-être moyen, parce que le calendrier de Lyon, il n'est pas si dur que ça, si on est tout à fait honnête. C'est Clermont, c'est Monaco quand même, et ce sera Reims et Nice. Reims qui est un petit peu en roue libre, et Nice qui semble pas forcément sur une lancée de dingue, même s'ils viennent d'enchaîner 2 victoires. Donc il y a Chermoy, il y a peut-être moyen de vibrer le jeudi, l'an prochain, et pour ça il faudra faire un sans faute. Et il faudra être régulier. Et pour l'instant, l'OL n'est pas régulier. Tu sais, Clermont, c'est 16 sur 18. Oui, bien sûr, je sais que Clermont, c'est 16 sur 18. Mais entre grands guillemets, et ne clippez pas ça pour me le ressortir dimanche prochain, ce n'est que Clermont. L'OL actuel doit être capable de battre Clermont. Mais effectivement, Clermont est sur une très très grosse lancée. Et il faudra faire très gaffe à ça. Mais le calendrier de Monaco est pas très fun non plus. Ouais, mais Monaco, les gars, je veux bien qu'on vise haut. Monaco, c'est 8 points. C'est énorme. C'est énorme, 8 points. Donc, on sait pas. Tu sais que tu fais les barrages avant de vibrer le jeudi. Oui, bon, après, c'est vrai que arracher une 5e place pour être éliminé en barrage, on serait sur du vrai OL Circus. Du vrai OL Circus, absolument. Si on joue comme en 2e mi-temps. Bah, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, quel est l'OL qu'on va retrouver contre Clermont? Est-ce que c'est l'OL atroce de la première mi-temps? Ou est-ce que c'est l'OL débile et hyper enthousiaste de la 2e mi-temps? Je sais pas, personne ne sait, et on va voir. On va voir. Je suis en train de préparer le Jurigno, puisqu'on va faire les notes incessamment sous peu. Voilà, on a terminé, je pense, pour cette première partie de débrief. On va faire les notes maintenant. Ça va être très dur de faire les notes. Ça va être très très dur. Évidemment, j'ai fermé Paint parce que je suis un débile. Je vais préparer ça. Je vous ai pas montré les stats. Je crois qu'elles sont pas à jour. On est quand même sur un match débile. Hein. On est sur un match absolument débile avec 70% de possession. Seulement 15 tirs. Hein. Seulement 15 tirs à 12 pour 9 buts. C'est n'importe quoi. On y repensera à froid à ce match. On y repensera en se disant c'était vraiment le match le plus débile des années 2020 quand même. Faut 2 notes, une par mi-temps. Non, c'est pas le record de viewers. Le record de viewers, c'était après l'OM, je crois. On était monté à 2000, je crois. Il y a 2 cartons jaunes à Montpellier. Ouais, j'ai pas pu les mettre à jour. J'ai même pas eu le temps de faire une miniature, les gars. J'ai passé une partie de la seconde période à créer les assets du score. Parce que ce que vous voyez pas là, peut-être je vais vous le montrer, c'est que le score, en fait, c'est un PNG. C'est-à-dire que je peux le changer, c'est des PNG. Vous voyez, là, par exemple, je peux mettre 2-4. Et donc, j'étais obligé de créer les assets 5-4, 4-4 et 3-4. Parce qu'ils n'existaient pas. J'avais pas prévu ces scores-là dans mes fichiers. Ça n'existe pas, ces scores. Du coup, j'ai perdu du temps à faire ça et j'ai pas fait de miniature. Donc, ça a été le bordel. Bon, allez, on va faire le terrain pour les notes. Alors, hop. On va essayer de dessiner bien le terrain, même si là, on est un peu tout tremblant encore. Alors, les notes. Le terrain d'abord. Le terrain, hop, on va le dessiner. On va pas... Ouais, bon, non, on va peut-être pas être aussi nul que ça sur le terrain. Bon, il est déjà de traviole, mais c'est pas grave. On va pas prévoir un beau terrain aujourd'hui. Hein. Vous pouvez mettre la note du terrain, s'il vous plaît. Mais soyez gentils, hein. Mettez pas la même note que Johan Le Penant. Il est dégueulasse. Il est scandaleux, ce terrain.
Il est vraiment nul à chier, mais c'est pas grave. Le match était beau, donc c'est pas grave. Alors, nous avions au but Anthony Lopez, nous avions Malo Gusto. Vous soyez gentils, je vais vous mettre des 2 là. On a eu pire quand même. Ah, on a eu pire. Diomandé. Hop. Lovren. Et alors là, ça va quand même être bizarre hein, à noter. Ça va être très bizarre. Tagliafico. Et on va rajouter Enrique en dessous en violet. Parce qu'il est rentré à la mi-temps. Hop. Nous avions ici le Penant Tango Merguez. Cacré. Cherki, Barcola et Lacazette. Le double B, voilà. Alors, Lopez. Bah, c'est pas un grand match de Lopez. Hein. C'est vraiment pas un grand match de Lopez. La sortie sur le 4e but, même le 2e but, il est quand même pas innocent là-dessus. C'est pas un super match d'Anthony Lopez, on va pas se mentir. C'est pas son plus grand match. Tu écris la souris? Oui, j'écris la souris, ouais. Il faut que j'achète un jour une tablette graphique, mais c'est pas... son match est vraiment pas bon, Lopez. Hein, en vrai, 4 buts encaissés, il y en a 2 où il est quand même un peu coupable. Il peut rien sur le penalty, parce que le penalty est admirablement bien tiré. Mais oui, on est sur un 3, je pense. On est sur un 3. La tablette, c'est triché. Mais non, on va garder la souris, ouais. Lopez meilleur sur le quiz OL TV cette semaine. Franchement, très bon contenu de l'OL. Le qui est le meilleur lyonnais, très très bon contenu. Notamment Ryan Cherki qui est absolument imblairable tout au long de la vidéo. Il m'a fait beaucoup rire. 3 t'es généreux. Ouais, bon, après, calma quand même. Hein. Gusto, j'ai aucune idée de comment noter Malo Gusto. Je sais pas. Donc c'est vous qui allez noter Malo Gusto. Oui, il est où la caméra? Je suis très perplexe. J'ai l'impression que c'est un match où il y a du très bon et du très mauvais. J'aurais dit ouais 4, 4,5. 4, 4,5. Il a quand même pas trop mal défendu Malo Gusto. Il y a eu quelques actions pas mal. Est-ce qu'on est gentil? On met 5. Est-ce qu'on est gentil? On met 5. On va mettre 5. On va être généreux quand même parce que c'est pas lui le plus fautif sur les buts. Hein. On va mettre 5. On va être généreux. On va mettre 5 parce que vous êtes un peu méchant avec Gusto, je trouve. On va mettre 5. Diomandé. Diomandé, c'est pareil. J'ai du mal à juger la prestation. Je l'ai paradoxalement pas trouvé super mauvais, Diomandé. Je l'ai trouvé plutôt intéressant. Alors, pas hyper rassurant non plus. Mais je vous trouve un peu dur. Je trouve que Diomandé a fait son match. Après, c'est quand même 4 buts encaissés. Hein. Donc, on est sur une prestation globale de la défense qui n'a pas été fabuleuse. Très bon centre, ouais, effectivement, Diomandé. J'ai trouvé presque rassurant sur un match où les autres ne l'ont pas été. Il sauve le 5e, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on met un 5,5 à Diomandé? On va mettre un 5,5. Je pense qu'il l'a pas volé. J'aime bien ce Diomandé là. Et encore une fois, c'est toujours pareil. Vous vous rappelez le nombre de sales notes qu'on a mis à Diomandé quand il était arrière droit? À qui la faute? Et c'est toujours pareil. C'est bizarrement quand on met des sales notes à Cacré, c'est qu'il n'est pas à son poste. Même si Cacré, il y a un peu plus que ça, ce qui fait quand même pas une super saison dans l'absolu. Même si c'est sa saison avec le plus de passes D. Hein. Il est à 6 passes D. Et Diomandé dans l'axe, c'est bien. Donc on enlève Diomandé du côté. On arrête cette idée à la con. Lovren. Alors pour le coup, Lovren, c'est pareil. Il a été... il concède un penalty qui est vraiment évitable. Il a été calamiteux en défense. Mais il y a un but. Mais il y a un but de Lovren. Donc comment on note Lovren? Comment on note Lovren? C'est 3 plus 1. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord avec un 3 plus 1. On va mettre 3,5 plus 1. 3 plus 1, allez, on va mettre 4. On va mettre 4 à Lovren. Tagliafico, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé bon. Je ne l'ai pas trouvé bon du tout, Tagliafico. Je l'ai trouvé assez inexistant et pas rassurant. Et je trouve d'ailleurs que l'entrée de Enrique a finalement pas été une si mauvaise idée que ça. Parce qu'Enrique a été plutôt sympa, plutôt intéressant, même si honnêtement, j'ai eu envie de chialer quand ils ont raté le 5-4 à la 94e. Là. Tagliafico 3, ouais, je suis assez raccord avec cette note-là. Blessé, probablement blessé, oui, sinon il serait pas sorti à la mi-temps. Et Enrique, pour le coup, Enrique, je pense qu'on peut lui mettre 6. Et Enrique, c'est vraiment toujours le même constat. Hein. C'est vraiment toujours le même constat. Enrique, c'est un plat picard. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour moi, Enrique, c'est un plat picard. C'est-à-dire on n'attend rien du tout. On sait que ça va pas être de la grande cuisine, puis c'est pas si mauvais. Plutôt pas mal. Plutôt cool, voilà, t'es pas déçu. Plutôt, tu fais, oh, c'est pas mal. C'est le mac and cheese picard, Enrique. Vous voyez? Non, c'est bien, c'est bien. Alors, je pense qu'il sera jamais titulaire, il faut pas le rêver en titulaire, Enrique, parce que il est très bien là où il est. Il vibe, il est bien, il met la voix ambiance, et quand il joue, il est pas mauvais. Bah, c'est bien. Super. Merci, Juninho. Hein, merci, Juninho, voilà. Donc voilà, le Enrique, c'est le plat picard.
C'est un super plat Picard. Voilà, on est satisfait. Tango Merguez, Thiago Mendes. Bah, Thiago Mendes, il a fait illusion en première mi-temps parce que le Penant est absolument calamiteux devant lui, mais il a raté un nombre de trucs. Il était techniquement à la rue complet. Le duo, là, ça a été un désastre. Hein. Ça a vraiment été un désastre. C'est 2,5. 2,5 Thiago Mendes. Il est pas bon. Enfin, il faut peut-être arrêter les frais. On a quand même prolongé Thiago Mendes. On l'a prolongé. Donc c'était pas bon. Et on va pas passer 1000 ans dessus. Et notamment, là où moi j'en veux beaucoup à Thiago Mendes, c'est qu'au moment où toute l'équipe s'est mise à l'endroit, au moment où toute l'équipe s'est mise à pousser, il est resté nul. C'est le seul. Hein. Même ceux qui faisaient une première mi-temps calamiteuse, au bout du bout, ils sont tous montés au niveau, sauf lui. Mendes, c'était une pasta box. Tu sais que c'est dégueu et ça déçoit pas, ça l'est réellement. C'est exactement ça, Bichou. C'est une très bonne comparaison. Mendes, la pasta box, et Tagliafico, le plat Picard. Enrique, le plat Picard. Il a fait des récup et des passes intéressantes. Je suis pas d'accord. Le Penant, bah malheureusement, le Penant, et moi j'aime bien le Penant, et j'ai vraiment pas envie de charger la mule, parce que vraiment j'estime que c'est pas de sa faute, et que c'est vraiment pas rendre service à Le Penant que de lui mettre autant de choses sur les épaules. Mais un match comme ça, pour Johan Le Penant, bah c'est zéro. C'est vraiment zéro. Enfin, on a mis Dembélé à zéro pour un match calamiteux. Le Penant, il n'y a rien de positif à tirer de ce match-là. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien pour argumenter de 1 ou 2 points. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on met 1 ou 0 pour Le Penant? J'ai envie de mettre 1 parce que je lui en veux pas. Et parce que pour moi, il doit pas être titulaire, il doit se reposer mentalement. Et on va mettre 1, on va mettre indulgent, on va mettre 1. Parce que je lui en veux presque pas à Le Penant. Il doit pas être titulaire, depuis plusieurs mois il doit pas être titulaire. Ça doit être quelqu'un d'autre, ça doit être Cacré à son poste, ça doit être El Harouche. Mais Le Penant, si la loi de la concurrence fonctionnait et qu'on était honnête au niveau de la gestion des supporters, des supporters, la gestion de l'effectif, Le Penant il doit pas jouer. Et voilà, délit de bonne gueule là. Bah non, 1 c'est pas bonne gueule les gars, c'est pas un... 0 c'est s'il y a un problème de comportement, ce qui est pas son cas. Alors oui, à voir, ça peut-être qu'il y a un problème de comportement, j'en sais rien. Mais voilà, il est à moitié en train de pleurer après son erreur. Ouais, et c'est pour ça que moi j'en veux à Laurent Blanc. J'en veux à Laurent Blanc parce que Le Penant il fait sa première erreur, il est au fond du trou, il fait sa deuxième erreur derrière, et ça se sent, ça se voit que mentalement il s'écroule complètement. Et il faut arrêter les frais dans ces cas-là. Sors-le, c'est pas grave, il t'en voudra pas. Sors-le à la mi-temps. Le laisse pas ressortir des vestiaires, laisse-le tranquille dans son coin, se reposer dans son coin. Et il lui a laissé un quart d'heure de plus et il le fait sortir sous les sifflets. C'est dur pour lui, il va pas bien Le Penant, sors-le, laisse-le tranquille. Du coup, il a pris sa bronca, et je pense que c'est vraiment pas lui rendre service. Le Penant, c'est un jeune joueur qui a montré de très bonnes choses en début de saison, qui vient de Ligue 2, qui peut pas être titulaire dans cette OL qui joue des choses majeures. Et c'est bien, il a rendu service en début de saison. Foutons-lui la paix. Voilà, il est pas au niveau sur cette deuxième partie de saison. Ça reviendra. Je pense sincèrement que c'est un bon joueur. Et qu'il va progresser, que ça va devenir vraiment un bon joueur de Ligue 1. Est-ce qu'il ira plus haut que ça? Je sais pas. Impossible de le dire. Mais je pense qu'il va avoir à terme le niveau d'un bon joueur de Ligue 1 et peut-être plus. Mais je pense pas qu'il arrivera à ce niveau-là si on continue de le mettre au casse-pipe. Et c'est pas bien. C'est surtout que ça se première. Depuis quand on joue des choses majeures? Bah, on joue quand même une place européenne. Il y a des gros enjeux là. Il y a des gros enjeux par rapport au début de saison. Le physique c'était très moyen. Ouais, je suis d'accord. Cacré, ouais, bah c'est 3 en première période et puis c'est 6 ou 7 en deuxième période. Donc c'est pareil, on a envie sur l'euphorie de lui mettre 6, mais en vérité c'est pas 6. Cacré c'est 5, c'est une note, c'est 3, puis c'est 7, donc c'est 5. Donc c'est 3 plus 7 divisé par 2. C'est exactement ça, Gigo Dagno, c'est la même chose, donc c'est 5. Cherki c'est un peu pareil, c'est 3 plus 7. Donc c'est 5 aussi, c'est 5, 5,5, peut-être un peu plus d'impact, player sur la deuxième partie de match. Donc on va mettre 5,5 à Cherki, mais c'est des notes mi-figue, mi-raisin, c'est des notes pondérées quoi. Donc on va mettre 5,5 parce que sa deuxième période elle est absolument brillante, même s'il est cramé à la 80e, mais on peut pas lui en vouloir parce que pour le coup, j'ai trouvé Cherki assez impliqué défensivement et c'est suffisamment rare pour être signalé. Il a fait 3 avant-dernières passes, ouais ça me semble faire. La passe sur le 4e, un bonbon. Ouais, belle ouverture. 5-5 à Cherki sur ce match, j'aimerais vraiment pas le foot. Bah, il faut être lucide, les gars. La première mi-temps de Cherki, elle est pas bonne. On note le match dans sa globalité. On note aussi à l'émotion, mais on note le match dans sa globalité. Donc voilà. Et encore une fois, j'en veux pas à Cherki de faire une première mi-temps qui est pas bonne parce qu'il est pas à son poste.
Donc voilà, il est minable dans l'investissement en première. C'est pas vrai, parce qu'il récupère des ballons en première mi-temps. Je crois qu'il récupère 3 ballons en première mi-temps, ce qui est plus que Mendes et Le Penant. Donc voilà, non, il faut être lucide. Et on va arriver au caviar, c'est-à-dire Bradley Barcola, le double B et la Casette. Et là, on va monter haut, là. Là, on va monter haut parce que c'est des soleils. C'est des soleils, ces deux mecs-là. C'est les soleils de la saison, c'est le bonheur, c'est les mecs qu'on a envie d'aimer, c'est les mecs qui vont nous faire retourner au stade. Et là, on va mettre très haut. Et je pense que quand même un but, 3 passes D dans un match aussi calamiteux, enfin parti comme il était parti. Barcola, on va noter à l'émotion là, et à un moment donné, on est là pour ça. On n'est pas là. Moi, je suis ni journaliste ni analyste. On est là pour le divertissement, on est là pour l'émotion. On va mettre un 9 à Bradley Barcola et on va mettre un 10 à la Casette. C'est totalement excessif, c'est vrai. C'est totalement illogique et pas sérieux. C'est vrai, mais à un moment donné, Barcola, il n'a pas marqué. Non, Barcola, il n'a pas marqué. Il a marqué, mais ça a été annulé. Il n'a pas marqué, il avait 3 passes D, excusez-moi. Je sais pas, dans ma tête, il avait marqué la frappe en lucarne. On va mettre 9 et 10. Voilà. On va mettre 9 et 10. Donc c'est vrai que ça fait 50 minutes de débrief où je dis que Barcola a marqué, mais Barcola n'a pas marqué. Barcola a marqué, mais ça a été hors-jeu. Sauf que j'ai tellement crié fort sur le but, hors-jeu, que pour moi, il a marqué. Non, mais le match de la Casette, des couilles en béton armé, enfin... C'est lui, le club, c'est lui. L'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, c'est lui. C'est la Casette. Et je sais pas, c'est comme Lisandro à son époque. C'est un mec qui porte tellement le club sur ses épaules que on va lui souhaiter que le corps tienne le plus longtemps possible, parce que ça me semble évident, et c'est impossible autrement, que la Casette va terminer sa carrière à l'Olympique Lyonnais, et j'espère qu'il va aller jusqu'à 34, 35, peut-être 36, même 37 s'il faut qu'il finisse sur le banc, mais qu'on le garde éternellement, ce mec-là, qu'on le fasse monter dans les stats, qu'on lui fasse une statue, qu'on lui fasse une fresque, j'en sais rien, mais on est en train, là, nous, contemporains de l'Olympique Lyonnais, de voir un mec entrer dans la légende du club. Et Lacazette, ça fait partie des mecs dont on parlera encore dans 30 ou 40 ans à l'Olympique Lyonnais. Alors pas dans le monde, ça va être un joueur de club, parce que malheureusement c'est un joueur qui n'aura pas le palmarès qu'il aura mérité par rapport à son talent, mais on en parlera encore dans 20, 30 ans de Lacazette. Parce que même si c'est l'OL qui aura rien gagné, c'est un mec qui aura porté le club très haut, comme on parle encore de Lisandro Lopez. Donc voilà, et il lui faut, et j'ose espérer, c'est pour ça que je suis triste pour la Coupe de France, que Lacazette, d'ici la fin de sa carrière avec l'OL, il soulèvera un trophée, n'importe lequel, une Coupe de France, une Europa League conférence, n'importe quoi. Mais il faut que ce mec-là, il puisse revenir avec un autre trophée qu'une Coupe de France gagnée contre Quevilly. T'as vu ses crampons aujourd'hui? Non, j'ai pas vu. Donc voilà, j'espère que Lacazette, il aura un peu plus à mettre à son palmarès qu'une Coupe de France qu'il a gagnée en étant au début de sa carrière. Et c'est une Coupe de France, alors ça reste une Coupe de France, on va pas cracher dessus, mais c'est une Coupe de France contre Quevilly, c'est pas une immense émotion. Tu bats Quevilly 1-0 en finale, moi j'en garde pas un souvenir impérissable. Et j'espère que si par miracle l'OL va chercher cette 5e place, et qu'on ira chercher un beau parcours, voire peut-être une victoire finale, qui sait, on peut rêver, pour Lacazette, pour son palmarès, pour la légende de Lacazette dans l'Olympique Lyonnais, parce qu'aujourd'hui, si cette saison-là, elle n'est pas 100% à la dépression, qu'elle est plus 90% dépression, 10% émotion, les 10% émotion, il y en a 9 qui sont pour Lacazette sur cette saison. Et moi, j'aimerais peut-être qu'un jour, je sais pas, si un jour on fait une émission avec Zach, si un jour on fait des trucs avec l'OL, même si aujourd'hui ils doivent plus trop nous avoir dans le pif, j'aimerais qu'un jour lui dire merci à Lacazette. J'aimerais me retrouver face à Lacazette et lui dire putain, merci Alexandre, merci pour les émotions, merci pour nous continuer à nous faire croire dans ce club qui nous donne toutes les raisons de plus croire en lui. Donc voilà, moi, Lacazette, c'est vraiment les émotions, et merci d'être revenu. Merci Alexandre Lacazette d'être revenu, merci de tenir ce club à bout de bras, merci de nous garder un peu d'espoir dans ce marasme, et que ça dure le plus longtemps possible, et à la fin on pleurera comme on a pleuré quand Lisandro Lopez est parti, comme on a pleuré quand Juninho est parti, parce que la place de Lacazette dans la hiérarchie des légendes de ce club, on s'en rendra compte dans quelques années, mais elle est très 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 haut. Elle est très très haut. Voilà, et je pense que c'est un bon mot de la fin pour ce débrief. On va passer au Jurinho, si j'arrive à le mettre correctement, parce que je ne l'ai pas sous la main. Et ensuite, on remballera tranquillement. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de lâcher les petits pouces, les commentaires. Foutez-moi le bordel sur YouTube. Mettez-moi des commentaires n'importe comment sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Les derniers débriefs ont bien marché. Ils ont bien marché parce que c'était l'odeur du sang. J'aimerais qu'ils marchent bien parce qu'on est content aussi. Alors, élément débrief, Chrome. Voilà, on va lancer le Jurinho qui normalement est prêt. Hop, on va le lancer incessamment sous peu. Je vous rappelle, pour ceux qui sont nouveaux, même s'il doit y en avoir de moins en moins, le Jurinho, vous notez les 5 joueurs qui ont eu le plus d'impact
sur le match et on doit s'identifier avec Google. Donc évidemment, je vais repasser en plein écran. Ah, c'est nouveau ça d'ailleurs, c'est que l'identifiant Twitter a dû péter. Hop. Alors, vous notez les 5 joueurs qui ont le plus pesé sur la rencontre. Vous pouvez noter de -5 à +5. Je vais vous mettre le lien. Hop, ici, vous vous identifiez avec Google. Donc, dans le bon ou dans le mauvais, hein, vous notez. Évidemment, on va devoir obligatoirement aller dans le mauvais et mettre un -5 à Le Penant. Ça me semble assez logique. Évidemment, on va mettre un +5 à Lacazette et un +5 à Bradley Barcola. Et derrière, c'est ouvert. Derrière, c'est ouvert. Qui on va noter dans le positif ? Je sais pas trop, honnêtement. Je sais pas trop. On a Cherki qui a été noté dans le positif par les autres. Jeffinho, Cacré, Lopez. Bah, on va mettre Lopez quand même. Hein. On va mettre Lopez qui fait un match pas ouf. On va mettre Lopez. On va mettre -3 à Lopez. Enrique, ça vous semble pas mal, Enrique? Ouais, on va mettre Enrique. On va mettre un petit +2 pour Enrique parce qu'on ne note jamais Enrique. Et je pense qu'il n'a pas volé. Il est où dans le classement, Enrique, d'ailleurs? Il est où, Enrique? On le voit pas, hein? Il est là, il est tranquillement, 60. Ouais, on va mettre Enrique. On va mettre Enrique. Ça me semble faire. C'est bien, on le voit pas souvent, puis c'est pas souvent qu'on peut le féliciter. Donc on va mettre Enrique là-dessus. Voilà, petit Jorginho. Vous pouvez noter, hein, vous pouvez tous voter pour le Jorginho, n'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai le lien dans la description YouTube si vous l'avez pas, comme ça vous pourrez cliquer directement sur la description YouTube. Jeffinho, l'impact n'est pas monstrueux de Jeffinho sur la rencontre. C'est bien, il amène un peu de vivacité, mais il marque pas. On peut voter pour Laurent Blanc. Ben, en vrai, si on doit être tout à fait honnête, Laurent Blanc, les changements qu'il fait, c'est la logique absolue. De repasser les joueurs à leur poste, de mettre Cherki dans l'axe, Cacré en 6, et de faire rentrer Jeffinho, c'est une évidence absolue. Et quiconque a vu la compo en début de match s'est dit « Oh non, Cacré en 10, oh non, Cherki sur une aile, oh non, Jeffinho pas titulaire. » Donc pour moi, c'est pas un coaching gagnant si tu fais l'évidence. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est l'évidence absolue. Donc on va pas se féliciter d'arriver à Marseille quand on a pris un billet de train pour Paris-Marseille. Ça veut rien dire cette comparaison. Donc pour moi, Laurent Blanc, il est calamiteux sur ce match. Il est calamiteux. Quand les changements, ça doit être de la compo de départ, exactement, Maxime, c'est un très mauvais match au niveau de Laurent Blanc. Là, le constat global, le gloubi-boulga de départ, il est quand même honteux, quoi. Donc voilà, Mendes, c'est pire que Le Penant pour moi. Non, vous êtes dur, là, quand même. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que Laurent Blanc fait un constat de base qui prend du temps, quand même. Il prend du temps pour corriger la mire. Parce que la première mi-temps, elle est pas bonne, hein. La première mi-temps, il y a un but qui est pas chanceux, hein, mais qui sort d'un peu nulle part. Et après, t'en prends 2, et à la mi-temps, il dit bon, ça va, ça me dérange pas. Donc, même si on a gagné, même si on peut viser la 5e place, il y a quand même un constat global sur Laurent Blanc, ça va pas. Sa lecture de l'effectif est pas bonne, sa lecture des matchs est pas bonne, ses déclarations, le message qu'il véhicule est pas bon. Et moi, je pense que c'est pas forcément une bonne chose qui reste, même si, comme d'habitude à l'OL, s'il part, c'est qui à la place. Donc voilà. Lolo 2, ça fait 10 matchs qui nous empêchent de nous régaler. Non, puis à un moment donné, encore une fois, restons lucides. On a vibré, on a même pleuré, on a hurlé, mais restons lucides. Je pense que ce sera le mot de la fin sur des débriefs. Rendez-vous dimanche pour Clermont. Il y aura un débrief, même si je risque d'être très fatigué, parce que je suis pas chez moi ce week-end et je rentrerai en train de Caen juste avant le coup d'envoi. Mais il y aura un débrief dimanche à 15h, donc soyez là pour le débrief à dimanche. Il y aura probablement... non, il n'y aura pas de live nocturne cette semaine parce que je suis pas chez moi. Je suis dans la Pampa, peut-être jeudi soir. Peut-être jeudi soir un live nocturne, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais on verra. Comment dormir ce soir? On va regarder à quelle heure le débrief. Le débrief, il est toujours dans la foulée du coup de sifflet final. Toujours. Sauf indiqué précédemment. Donc ça arrive qu'on fasse des late débriefs quand je suis pas dispo, mais le débrief il est toujours au coup de sifflet final à 10 minutes du coup de sifflet final à 10 minutes après. Donc gardez ça en tête, si vous voulez voir le débrief en live, si vous êtes sur YouTube, c'est toujours au coup de sifflet final. Si c'est pas au coup de sifflet final, c'est annoncé sur Twitter et sur YouTube. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Vous avez été très nombreux, ça fait très plaisir. Je suis content quand vous êtes nombreux et qu'on gagne. Ça fait plaisir d'avoir un bon état d'esprit. Si vous êtes allé jusqu'au bout sur YouTube, alors déjà bravo à vous, merci. N'hésitez pas à mettre les petits pouces, à mettre les commentaires. Je préfère, et je vous l'ai déjà dit, je préfère que vous alliez mettre les pouces, les commentaires, les abonnements sur YouTube, plutôt que vous me filiez un sub.
parce qu'aujourd'hui, je suis sponsorisé par Parion Sport, que je remercie, comme d'habitude. Merci Parion Sport pour le sponsoring à l'année. Quand ce sera pas le cas, je réclamerai vos thunes. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de thunes. J'ai plus besoin d'audience. Donc, bourrinez les pouces, bourrinez les commentaires. C'est ça qui compte aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Passez une bonne fin de soirée pour ceux qui vont regarder le Grand Prix. Et puis, parfois, l'Olympique Lyonnais est une bonne raison d'être heureux. Ça arrive. Ça arrive parfois. Allez, bisous. À bientôt.